Christophe, pour ceux qui l'ont reconnu, il est venu sur différentes sessions de trading sur la chaîne, faire ses sessions avec nous sur le live, et il est aussi passé sur le banc des interviewés du podcast, a accepté de nous faire une petite présentation, parce que c'est un trading très particulier, c'est du scalping au carnet, vraiment que au carnet, sur du Nasdaq et de l'ES, donc c'est vraiment de la détection de ce qu'on pourrait appeler les algos, essayer de jouer avec eux. Bon, il va nous expliquer ça mieux que moi. Donc voilà, il va nous faire une petite partie théorique pour savoir un peu comment les bases de comment ça fonctionne. Et après, il nous fera une petite review, je pense, d'une vidéo qu'il a enregistrée où il y a des récurrences qu'il a repérées et qui trade tout simplement. Donc écoute Christophe, merci déjà d'être là, de faire la petite présentation. Merci pour l'invitation, bonjour à tous. Donc là je vais faire un petit disclaimer, moi je fais que du carnet, et je suis même plutôt ayatollah et terroriste envers l'analyse graphique. Donc ne le prenez pas mal, c'est juste ma façon, moi je traite comme ça, c'est pas pour ça qu'il faut évidemment que tout le monde traite comme ça. Mais voilà, j'ai pas trouvé de récurrence suffisamment pertinente, on va dire, au niveau graphique. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc en gros, est-ce que là on voit ma petite mind map ou est-ce qu'il faut que je zoome un petit peu ? Si tu veux zoomer là où tu veux montrer les choses, c'est pas plus mal, ouais, carrément. Ça marche. Hop, voilà, sur les bases, là c'est bon ? Ouais, tout le monde voit. Donc en gros, pourquoi le dôme ? Donc qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une représentation verticale du prix. Il y a une décorrélation avec le temps, et ça je trouve que c'est important, parce que pour moi les marchés financiers ont rien à voir avec le temps. Ça se compte pas en minutes, ça se compte en niveaux de prix qui sont atteints, qui sont tradés ou pas par les différents intervenants. Le dôme permet d'avoir une notion d'espace, c'est-à-dire là, le graphique évidemment est le meilleur pour avoir la notion d'espace. Mais dans le dôme, on va avoir une notion de vitesse de déplacement qui est pour moi très très importante pour voir s'il y a de l'agressivité ou pas. Je pense qu'on peut le retrouver dans certains graphiques, notamment des graphiques à temps très court ou des graphiques antiques, etc. Mais je trouve que c'est plus simple sur le dôme. Donc, qu'est-ce qui permet de voir le dôme ? C'est le déplacement du prix dans l'espace, à quelle vitesse, et de savoir, moi c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir quel est l'équilibre entre le market maker, plus précisément les market makers, et les intervenants. Tout le monde est OK avec ces notions de dealer ou de market maker ? Hop, toi il est là, market maker. Donc le market maker, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un acteur financier qui est obligé, qui fait la cotation, qui offre la liquidité sur le marché, sur l'indice, par exemple le Nasdaq ou le S. Et donc il a une obligation de coter des deux côtés, du big et Alask. Et j'ai mis quasiment en permanence. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains moments, notamment avec les news, où il a le droit de fortement alléger sa liquidité. Mais sinon, il doit toujours permettre à des intervenants d'entrer et de sortir du marché, quel que soit le niveau de prix. Donc ça, c'est son boulot. Pourquoi il le fait ? Parce que lui, il va gagner sur le spread, donc la différence entre le bid et l'ask, parce que quand il y a Paul qui achète, il y a Jacques qui vend, et comme il est des deux côtés, il va gagner le spread. Grosso modo, pour faire très simple. Alors, lui, il a un DCA quasi infini, parce qu'en fait, il n'a pas d'appel de marge comme nous, etc. Donc, c'est pas une bonne idée de vouloir essayer de limiter. J'ai vu certaines strats qui, quelquefois, font du DCA à l'infini. Ça marche quand les marchés sont calmes, et puis il y a un jour, le marché est vraiment one way, et puis le compte, il saute. Ah oui, petite spécificité, moi, je trade sur compte réel, donc j'ai pas une agressivité envers mon compte réel comme certains peuvent avoir avec des prop-firmes. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous me verrez, moi, essayer en tout cas de pas trader comme ça. Alors, il doit être fair, il doit être juste à tous les niveaux de prix, et ça c'est important, et c'est pour ça qu'il y a certaines stratégies comme ICT et compagnie qui peuvent être pertinentes dans certains contextes de marché, et ça c'est hyper important, c'est le contexte de marché qui fait tout. Parce qu'il y a un moment donné, si le marché a sweepé un petit peu trop vite et qu'il n'y a pas eu de justesse dans le nombre des échanges, le market maker, à un moment donné, se débrouillera pour revenir dans la zone et retravailler cette zone pour permettre, encore une fois, un échange fair à tous les niveaux de prix. Il faut faire la distinction entre là ce que j'ai mis MMF, MMO. MMF, c'est les market makers des marchés futurs et les market makers des options.
Et là, c'est hyper important de comprendre ça. C'est que les futurs, dans le milieu professionnel, ne servent quasiment que et exclusivement à de la couverture de risque. Ça veut dire que enfin, ça c'est mon avis, mais quand on entend les gens, oui, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, donc le marché monte, etc. Pour moi, c'est complètement à côté de la plaque. Pourquoi? Pour faire simple, on a les actions, les ETF, tout ça qui sont sous des sous-jacents précis. Et lorsque les énormes fonds de pension sont à l'achat toute l'année, par exemple, pour des hedge funds, pour les pensions de retraite, etc., lorsqu'il y a, par exemple, un risque on va dire, de petits trous d'air, pas encore de retournement de marché, mais en tout cas, ils ont une petite crainte sur le fait que là, potentiellement, le marché va pouvoir dévisser un petit peu. Ils vont acheter des options et ils vont mettre en place des systèmes de couverture via les options pour se couvrir lors de la baisse. Et donc, il y a un market maker d'options qui va donc vendre, notamment les puts, les options qui protègent contre une baisse. Quand on achète un put, c'est qu'on va se protéger contre une baisse. Okay, donc, le market maker qui a vendu ça, lui, il va se retrouver en risque qu'on appelle delta. Pour ceux qui ne connaissent pas les options, il y a des notions mathématiques de dérivés du prix, de delta, gamma, vega, theta, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, lui, si vous achetez un put, c'est que vous pensez que le marché va baisser, donc si le marché baisse, vous gagnez. Donc le market maker d'options, lui, va perdre à ce moment-là. Donc lui, il faut qu'il se couvre. Donc il va avoir une couverture dynamique sur les contrats futurs, justement, pour pouvoir lui couper son risque directionnel, parce que lui aussi, il n'a aucune envie d'être en risque directionnel, c'est pas son travail. Son travail, c'est de fournir de la liquidité au bid et au lasque, mais des options ce coup-ci. Donc, le market maker d'options peut être à un moment, enfin, va intervenir sur le marché des futurs pour couvrir les positions qu'il a prises, qui le met en risque. En gros, le market maker, là je parle de côté futur, il va y avoir deux cas de figure. Il va tenir son marché ou il va pas tenir son marché. Ça veut dire quoi? Quand il tient son marché, ça veut dire que les intervenants en présence sont pas assez violents, sont pas assez agressifs et sont pas, en termes de volume, sont plutôt cool. Donc lui, ça fait partie on va dire, de la moyenne qu'il peut encaisser à chaque prix bidasque et donc il va gentiment zigzaguer, monter de 10 points, redescendre de 7, remonter de 5, descendre de 10, remonter, etc. C'est les marchés un peu en range comme ça. Et puis, il y a un autre moment où il ne tient pas à son marché. Et ça veut dire que les intervenants sont souvent très, très agressifs et vont devoir rentrer ou sortir fortement, enfin, en tout cas, veulent entrer ou sortir fortement du marché. Et ça va faire, et c'est là où la volatilité augmente. Et le market maker a le droit, quand il se fait agresser, de couper sa liquidité pour recoter plus loin, pour un peu décourager ceux qui veulent rentrer ou sortir agressivement, mais surtout, lui, pour éviter de se surcharger à un endroit où il ne pourra pas s'équilibrer plus tard. OK. Donc, on a ici, pardon, liquidité, OK. Je viens sur la notion de liquidité par rapport au market maker. OK. Le market maker a donc une liquidité constante sur l'ensemble des prix, d'accord? Et quand il tient son marché, il va faire des petites manips d'ouverture de spread, il va retirer sa liquidité et profiter des ordres market pour pouvoir décaler le prix là où il veut aller chercher. Et en fait, quand il fait ça, faut pas y voir une théorie du complot qui va aller chercher vos ordres, vos stops, etc. Et simplement, il est à la recherche d'un niveau de prix qui intéressera deux intervenants pour les laisser travailler. Et c'est ce que vous voyez quelquefois, enfin, on le voit très facilement au dôme, mais on peut le voir aussi au niveau graphique. Le prix va aller assez vite à un niveau de prix, et puis d'un seul coup, il va plus bouger pendant une minute ou deux. Et il va y avoir beaucoup de volume échangé. Là, c'est pas le market maker qui fait ces échanges-là. Là, il a juste trouvé deux bonhommes. Il y en a un qui veut vendre, il y en a un qui veut acheter, et il les laisse se mettre d'accord. C'est important de savoir détecter ça, parce que c'est pas des très bonnes opportunités de trading, ça. Parce qu'en général, la volatilité se tasse à ce niveau-là et repart assez fort dans l'autre sens. Donc, un peu compliqué d'avoir un risque-reward constant pour nous. Quand le market maker il est trop chargé directionnellement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté et il est short, à un moment donné, quand ça va se calmer, il va manipuler, vous le verrez dans la vidéo, je vous le montrerai, il va tenter des écartements de spread, des choses pour provoquer des sweeps dans l'autre sens, pour pouvoir rééquilibrer son bilan.
Ok. Alors les intervenants, eux c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'en mode passif, eux ils apportent de la liquidité, donc ils vont freiner les prix. Donc par exemple, les market makers d'options peuvent être apporteurs de liquidité quand justement ils vont avoir un certain risque d'exposition et qu'ils ne veulent pas que le prix du sous-jacent dépasse un certain prix, sinon au-delà ils vont être en risque et donc ils vont apporter de la liquidité. Et c'est ce qu'on va voir graphiquement sous forme de support et de résistance. Et pour ceux qui font du footprint, on verra justement toutes ces absorptions, les imbalances, etc. Par contre, ils peuvent être aussi en mode agressif. Et donc là, ils retirent la liquidité et en fait, ils provoquent... Oui, je pourrais vous le passer le document. Ouais. Ils provoquent le mouvement du prix quand il n'y a que le market maker de futur en face. Pourquoi ? Parce que le market maker du futur, encore une fois, son rôle, c'est pas d'absorber un Morgan Stanley ou un je ne sais quelle banque qui veut d'un seul coup balancer 3000 contrats Nasdaq. C'est pas son rôle. Donc, lui, quand il va voir qu'il y a trop de contrats, il va s'échapper. Donc ça, cette notion, elle est importante parce que ça donne pourquoi on voit régulièrement des tests du même support ou de la résistance plusieurs fois. C'est tout simplement qu'à ce niveau-là, il y a eu de l'agression, le market maker est parti, puis à un moment, le prix revient visiter ce prix, l'algo de la banque ou de l'institution, ou peu importe, se remet en route, et on retrouve à nouveau cette petite agression, le market maker s'en va, et il reviendra, et ainsi de suite. Alors moi, perso, je trade que sur les futurs d'indices, parce que j'ai besoin de dômes un peu dynamiques, et j'ai déjà essayé le ZN, etc., mais c'est trop dur pour moi, parce que trop soporifique. Faut attendre trop longtemps. Je traite exclusivement le CME, donc ça veut dire que je ne traite pas le dos. Et pourquoi exclusivement le CME ? Parce que c'est le même market maker qui s'occupe du Russell, de l'ES et du NQ. Et donc il y a une vraie... Alors ils peuvent être décorrélés de temps en temps, il y en a un qui est plus fort, il y en a un qui est plus faible, mais vous verrez en termes de mouvement et presque dans les amplitudes, avec évidemment le ratio qu'il faut appliquer à chacun, mais ils vont bouger de la même façon comme si c'était des jumeaux pour le S et le Nasdaq et aller quelquefois des triplés quand le Russell veut bien se mettre en phase avec eux sur les plus hauts, sur les plus bas. Mais en tout cas, tous les micro-mouvements auront lieu en même temps. Ça, c'est assez important de le voir. Donc, c'est un marché de couverture, je l'ai déjà dit. Donc, ça n'a pas vocation à être directionnel. Donc, en tout cas, moi, ma vision du marché, c'est pas... il y a plus d'acheteurs, donc le marché monte et donc, on peut faire un pari que le marché va continuer à monter ou continuer à descendre. C'est pas du tout la fonction première des marchés futurs. La plupart du temps, c'est en range. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, les market makers d'options sont bien plus intelligents que nous tous réunis et ils arrivent à borner le marché avec des ordres limites parce que eux, ils maîtrisent leurs risques parce qu'ils ont vendu de la volatilité ou ils ont après acheté la volatilité. Bref, ils sont plus costauds que nous, donc souvent ils arrivent à faire un peu ce qu'ils veulent avec le marché. Les types de marché, donc on a soit un range, soit un trend, là je vous apprends rien. Le range c'est 80 à 90% du temps. Le trend, ça peut être un petit peu compliqué parce que soit c'est un micro-trend, ça je vous le verrai dans le dôme, je vous le montrerai. Pour moi, c'est juste un intervenant un peu plus costaud qui entre ou qui sort. Parce que peut-être que quand il vend des contrats futurs, il ne prend pas une pause pour être short, il sort de ses longs et ça on ne peut pas le savoir. Et ce micro-range, il est souvent borné par un range, ce micro-trend, pardon, excusez-moi, est souvent borné par un gros range. Ça, c'est encore facile à trader. Après, il y a vraiment le trend macro. Et alors là, c'est souvent quand il y a un changement de valeur perçue de l'actif par les intervenants. Exemple, les chiffres du chômage sont vraiment mieux ou vraiment moins bien. Je sais pas moi, le FOMC, là tout le monde attend 4,5%. S'ils mettent 4%, ça va être la folie. S'ils mettent 5%, ça va être la folie. Donc voilà, donc quand le marché est surpris, il y a un changement de valeur. Et là, il y a les gros intervenants qui doivent rééquilibrer leur portefeuille. Et ça, c'est un trend souvent très, très, très grand et très directionnel. Et j'ai mis ne jamais s'y opposer parce que moi, il y a un moment, j'étais très contrarien. Et c'est vraiment ces journées-là où je me faisais complètement plier en quatre. Donc maintenant, j'ai bien pris l'habitude de regarder comment le détecter dans le dos, mais ne jamais, jamais s'y opposer. Il y a un petit truc un peu tricky, mais qu'on peut voir avec le dôme, c'est faire la différence entre un macro trend ou un micro, mais avec une fuite du market maker.
Donc la volatilité augmente. Graphiquement, c'est similaire, mais par contre, c'est pas du tout le même comportement dans le dôme. Ok, j'essaie de vous montrer ça tout à l'heure. Dans le macro range, soit le market maker il tient ou il tient pas son marché, c'est toujours pareil. Quand il tient son marché, là c'est pour moi, je trouve que c'est super dur à trader. C'est ce type de vous savez où la journée elle commence à monter et ça ne fait que monter, monter, monter et il y a quasiment aucun pullback. Sur le Nasdaq, il y a des pullbacks de 3, 5, 6 points sur le NQ max et ça repart à la hausse. Et on ne sait jamais si on va pas être le dernier couillon à acheter. Pour moi, ça c'est souvent des journées où je ferme la plateforme. Pour moi, c'est quasiment impossible à rentrer de façon avec un risque reward et un win rate qui correspond à ma façon de trader. Quand c'est la même chose mais en mode baissier, ça peut redevenir tradable parce que souvent à la baisse, il y a une expansion un petit peu plus grande qu'à la hausse. C'est-à-dire quand il y a un breakout baissier dans ce cas-là, il y a un petit peu de volatilité versus le breakout haussier dans un trend haussier où là c'est vraiment pas tradable. Quand le market maker ne tient pas, là c'est très sympa à trader. D'accord ? C'est très très sympa parce que c'est là où on a des win rates super intéressants parce que quand on sait détecter où l'algo se réenclenche dans le carnet, et ben on a souvent un stop moi je peux avoir des stops à 3 ou 5 points sur le Nasdaq et par contre avoir des targets à 10, 15, 20, 25, 30 points ou plus. Donc ça c'est vraiment bien. J'ai deux petites vidéos à vous proposer et j'en ai une, c'est la journée du 7 mars. Et c'est parce que j'enregistre l'intégralité de mes vidéos tout le temps, de mes sessions, pardon. Et après, évidemment, je fais une review et je me note sur est-ce que ça c'était bon, c'était pas bon. Là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Là, c'était génial.